Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré aux notions de nature et de culture. J'ai décidé d'aborder enfin avec vous une référence incontournable sur ces notions qui va nous permettre de faire progresser notre travail de définition, à savoir Jean-Jacques Rousseau, que je n'ai pu étudier depuis un bon moment sur cette chaîne. Je vais m'appuyer sur son fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En tout cas, ça va être l'ouvrage sur lequel je vais le plus m'appuyer. Et je vais vous montrer en quoi sa réflexion amène à une remise en question profonde de nos réflexions antérieures sur les notions de nature et de culture. En effet, on a, avec Kant, la fois précédente, établi qu'il n'allait pas de soi que la culture soit un strict prolongement de la nature intellectuelle de l'homme, dans la mesure où la culture n'est pas une fin en soi. C'est même un luxe que bien des personnes refusent parce qu'ils n'ont pas la discipline initiale qui leur permettrait d'y trouver éventuellement du goût, comme on l'a vu. Si nous avons la raison, c'est éventuellement pour agir comme des personnes vertueuses, mais en aucun cas parce que la nature nous aurait dotés d'une faculté extraordinaire que nous devrions tous entretenir de manière égale par la culture. Il faut donc accepter que la culture, en tant qu'instruction permise par la venue de la civilisation, créant des conditions de vie un minimum luxueuses, ne serait pas un strict prolongement de la nature humaine définie en tant que ce qu'il y a de plus inné en nous, puisque nous sommes finalement, certains plus que d'autres cela dit à mon humble avis, proches de l'animal, ne serait-ce qu'au niveau organique ou biologique. Si la culture est un luxe, s'agit-il d'une seconde nature distincte de ce qu'il y a de premier et d'inné chronologiquement parlant chez nous, en tant qu'être naturel appartenant à ce grand tout qu'est la nature, ou bien s'agit-il d'un processus contre nature par excellence qui va s'opposer à ce que nous étions originellement et va nous dénaturer précisément? C'est dans cette perspective que Rousseau va nous permettre de réfléchir à cette idée de culture qui serait davantage un processus de déformation que de formation par rapport à la nature humaine et qui est pensée en opposition avec la nature. Je précise en passant que j'ai consacré une grosse vidéo à la théorie du contrat social de Rousseau. Si vous voulez un approfondissement, puis développer des points que je risque d'évoquer concernant l'aspect politique ou social du présent sujet. Je suis désespéré du peu de vues qu'elle a fait, surtout comparé à celle consacrée au désir dans la nouvelle Héloïse qui est bien plus courte et qui est la plus vue de ma chaîne à l'heure actuelle. Donc si Rousseau vous intéresse ou si vous voulez un peu plus d'approfondissement concernant la perspective sociale ou politique que je vais légèrement aborder, je vous y renvoie. Bref, que nous dit Rousseau concernant cette fameuse culture dont on a vu qu'elle n'avait rien d'inné, ni même d'une fin en soi chez l'homme? Eh bien, pour aborder ce point, je vais d'abord commencer par vous lire un extrait fameux du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et on va prendre appui dessus pour nourrir un début de réflexion que je développerai ensuite à l'aide d'autres idées importantes présentes dans le reste de son œuvre. Rousseau nous dit la chose suivante, il s'agit d'un extrait de la première partie consacrée aux inégalités, je cite: il est aisé de voir qu'entre les différences qui distinguent les hommes, plusieurs passent pour naturelles qui sont uniquement l'ouvrage de l'habitude et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société. Ainsi, un tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépendent, viennent souvent plus de la manière dont on a été élevé que de la constitution primitive des corps. Il en est de même des forces de l'esprit, et non seulement l'éducation, mais de la différence entre les esprits cultivés et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se trouve entre les premiers à proportion de la culture. Or, si l'on compare la diversité prodigieuse d'éducation et de genre de vie qui règne dans les différents ordres de l'état civil, avec la simplicité et l'uniformité de la vie animale et sauvage, où tous se nourrissent des mêmes aliments, vivent de la même manière et font exactement les mêmes choses, on comprendra combien la différence d'homme à homme doit être moindre dans l'état de nature que dans celui de société, et combien l'inégalité naturelle doit augmenter
dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institutions. Fin de citation. Donc ici, on peut constater que Rousseau distingue deux types d'ordre, le premier culturel où règne l'inégalité, et le second naturel où justement régnerait une forme d'uniformisation propre à la nature qui aurait mis tout le monde au même niveau, en tout cas à peu près, et c'est vraiment la société qui renforce les inégalités. En gros, quand on observe à quel point les animaux vivent de manière uniforme, en s'en remettant à leur instinct, en toute simplicité, et quand on constate à quel point il n'en est pas de même en société à cause de l'inégalité qui est engendrée par l'institution et qui va tendance à amplifier des inégalités naturelles, eh bien on en vient à penser que c'est la culture comme civilisation qui est à l'origine de l'inégalité. L'inégalité qui va être une inégalité notamment de possession et une inégalité juridique qui va renforcer cette inégalité de possession. Et d'ailleurs, c'est ce point que Rousseau met en relief quand il parle de la différence de mode de vie qui caractérise un individu et un autre individu vivant en société, la culture en tant qu'instruction étant dispensée et présente de manière inégale selon le niveau social dans la dite société. En cela, Rousseau anticipe déjà des réflexions sociologiques tout à fait contemporaines. Un individu sera plus ou moins fort physiquement ou intellectuellement à la proportion de l'éducation qu'il aura reçue, tant au niveau de l'éducation physique que de la formation intellectuelle. On retrouve ici un élément très important en sous-texte, si on y réfléchit, c'est que pour Rousseau, la culture est fondamentalement opposée à la nature dans la manière dont elle distribue ses dons. La nature dote tous les êtres naturels plus ou moins de la même manière, mais la culture, dépendant d'une institution humaine qui s'oppose à la nature, n'en fait pas de même. Pourquoi ? Comment expliquer que la culture puisse être une erreur contre nature qui vient apporter des inégalités chez les individus ? Eh bien, il y a une explication propre à ça, et pour la développer, je vais m'appuyer sur la conception de l'état de nature que développe Rousseau précisément dans cette première partie du discours. Pour plus de détails sur la nature humaine selon Rousseau, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée à sa théorie politique. Mais pour l'aborder, je vais faire une chose que je n'avais pas faite dans la dite vidéo dont je vous parle en ce moment, c'est creuser un peu la critique que Rousseau fait de Hobbes. Ça, c'est un point que j'avais promis d'approfondir il y a longtemps. En effet, l'état de nature, je le rappelle, c'est une fiction anhistorique qui ne correspond à aucune période historique déterminée. Rousseau s'en sert pour pouvoir déterminer anthropologiquement la nature humaine et en tirer des conséquences sur ce que l'on est en droit d'attendre ou non de l'homme si l'on souhaite fonder une société ou un État, par exemple. Chose que faisait Hobbes par ailleurs pour montrer la nécessité des lois encadrant la vie dans la société civile. Puisque vous vous rappelez, pour lui, heureusement qu'il y a des lois, sinon ça serait l'état de guerre de tous contre tous. Bref, vous le savez déjà sûrement car l'idée est connue, mais Rousseau considère que l'homme est innocent par nature. Quand on parle du mythe du bon sauvage, chez Rousseau, il faut pas croire qu'il veut dire que l'homme est bon naturellement, seulement qu'à l'origine, il ne se pose pas la question du bien et du mal, il vit en harmonie avec la nature, et il n'a pas à réfléchir sur ce qui est bon ou mauvais. C'est la présence de la culture et le développement de ses facultés intellectuelles qui l'empêchera de retrouver cette innocence originelle et lui donnera l'occasion de réfléchir là-dessus justement. Bref, ce qu'il y a d'essentiel dans cette théorie, et vous allez comprendre en quoi l'on peut dire que la culture dénature l'homme par conséquent, c'est que l'homme est mu à l'état de nature, avant l'émergence de toute société, par la pitié. La pitié qui est une tendance à aider spontanément son prochain. Par exemple, si nous sommes dans l'état de nature et que je vois un jeune homme galérer à atteindre les oranges dans l'arbre, je vais avoir pitié de lui, et je vais lui faire la courte échelle ou le porter car je suis, moi-même, porté par la pitié à ressentir dans ma chair sa détresse et à le sauver. Mais même chose si je vois qu'un guépard est prêt à lui sauter dessus, ma pitié va me pousser à essayer de le sauver. Bien entendu, dès l'état de nature, nous ressentons un amour de soi qui nous pousse à nous conserver et à tout faire pour garantir notre intégrité physique, mais cet amour de soi n'est pas encore un amour propre.
chose qui viendra une fois la société créée, puisqu'à partir de là, nous allons viser l'amour de nous-mêmes à travers le regard des autres et nous recentrer sur nous-mêmes et nos possessions en tant qu'individus égoïstes. Avant ça, la pitié qui permet justement la conscience morale de l'individu n'est pas encore obscurcie et pervertie. Bon. Mais si l'état de nature, c'était pas si mal que ça contrairement à ce que nous disait Hobbes, qui le décrivait comme un état de guerre de tous contre tous, et si on n'était pas encore méchant ou individualiste en prime, pourquoi on en est quand même sorti ? Est-ce que Rousseau ne se contente pas plutôt de parler dans le vide et de spéculer sur quelque chose qui demeure invérifiable, et surtout en contradiction totale avec l'idée que l'on est en droit de se faire de la nature humaine quand on observe le comportement très souvent égoïste de l'être humain ? Eh bien justement, là où Rousseau justifie son point de vue, car il n'est pas crétin tout de même, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est au niveau méthodologique. D'après Rousseau, Hobbes a fait une erreur de méthode quand il a voulu déterminer la nature humaine, qui est, je le rappelle, conflictuelle selon lui, d'où la nécessité d'un état. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir dessus dans le détail ici, car il aurait confondu ce qui est premier et ce qui est primitif. En effet, d'après Rousseau, pour se faire une idée de ce qu'est la nature, et ici en particulier la nature humaine, il ne faut pas penser l'homme à partir de ce qu'il est dans les faits, ce qu'il y a de primitif chez lui comme instinct égoïste et qui le pousse à toutes sortes d'actions mauvaises, moralement parlant. Le viol, le meurtre, le vol, etc. Ce n'est pas ce qu'il y a de premier, chronologiquement parlant, concernant ces tendances dites naturelles. Hobbes a confondu ce qui est primitif et ce qui est premier d'après Rousseau, car il a confondu l'homme tel qu'il a été rendu par la société civile, c'est celui qu'on observe, et son développement historique donc, et l'homme tel qu'il serait hypothétiquement parlant s'il n'avait pas évolué dans cette société civile. En effet, l'histoire de l'humanité qui est un pan entier de sa culture par ailleurs, est l'ensemble des récits et événements marquants généralement liés à des conflits d'intérêts à cause de son égoïsme. Si l'homme vivait en paix dans la parfaite oisiveté qui est celle de l'état de nature de Rousseau, alors il n'y aurait jamais eu d'histoire à proprement parler. Mais pourquoi privilégier une nature humaine qu'on n'a pas connue et qui demeure hypothétique à ce qu'on est en droit d'inférer sur la base de ses comportements égoïstes, historiquement parlant ? Eh bien parce que précisément, nous dit Rousseau, on ne sait rien de l'homme de la nature. Et puisque l'on ne sait rien de l'homme de la nature, on peut légitimement supposer qu'il était très différent de l'homme qui est celui que l'on connaît historiquement parlant depuis que la civilisation et la culture humaine existent. Pour le dire simplement, l'homme de l'homme, c'est l'homme tel qu'il est connu par l'homme, et tel qu'il lui apparaît, c'est-à-dire guerrier, méchant, égoïste, avare, etc. Et l'homme de la nature, c'est celui que l'on ne connaît pas, mais que l'on suppose différent de celui que l'on connaît historiquement parlant, puisque l'on ne peut pas retrouver de traces suffisamment anciennes d'un point de vue archéologique avant même que la toute première société, comme association primitive de groupes de personnes humaines, se soit associée. Donc, pour Rousseau, il faut laisser les faits de côté, car les faits ne nous renseignent que sur ce que l'homme est devenu, pas sur ce qu'il était historiquement parlant, avant qu'il ne vive en communauté avec son prochain et que la culture ne naisse. Voilà, il fallait bien que je fasse cette petite mise au point qui me paraît salutaire, avant d'en venir plus précisément à l'acte fondateur qui explique que l'homme soit sorti de l'état de nature. Ce qui a fait naître en l'homme, d'après Rousseau, les toutes premières sociétés et par extension par la suite ce que l'on nomme la culture, c'est la propriété privée. Le passage de l'homme de la nature où tout demeurait indifférencié et égal, je le rappelle, à l'homme de l'homme tel qu'on le connaît, c'est le moment où un individu, qui a commis l'équivalent du péché originel pour Rousseau, on pourrait le dire, a eu la fausse bonne idée de s'emparer d'un morceau de terre et de signifier aux autres hommes « Ceci est à moi ». La citation exacte est dans la deuxième partie du discours. Rousseau dit la chose suivante, je cite « Le premier qui,
ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Fin de citation. Il n'y avait donc pas de raison, naturellement parlant, puisque c'est la société qui a fait naître l'inégalité de manière significative, je le rappelle, que ce bonhomme-là s'empare d'un bout de terre et se l'approprie, mais il n'empêche que ce gars-là a inventé la propriété privée et que bien d'autres personnes ont voulu l'imiter. Mais comment on fait pour défendre ses propres possessions si on est tout seul à les défendre ? Ce n'est pas possible évidemment, donc les hommes vont s'associer et s'entraider, mais ça ne sera plus du tout par pitié de façon ponctuelle, puisque l'on sort de l'état de nature, et que la pitié initialement instinctive chez l'homme sera corrompue, et l'amour de soi devient alors amour-propre, comme je l'ai dit. L'homme ne veut plus se conserver, il veut toujours posséder plus que son prochain, entrer en concurrence avec lui et l'écraser. Les lois permettant alors à ceux qui possèdent déjà plus de posséder toujours plus pour maintenir leurs privilèges. L'homme s'aime désormais à travers le regard de l'autre qui lui renvoie sa propre puissance liée à ce qu'il possède par rapport à son prochain. La culture en tant que civilisation dénature donc l'homme, car l'homme était doté par nature de pitié, mais ne peut plus ressentir celle-ci. Il s'aime avant tout lui, avant d'aimer son prochain, et surtout il s'aime à travers ce qu'il parvient à posséder que ne possède pas son prochain. C'est en partie pour cela que la culture est contre nature, car elle vient se greffer sur la nature humaine, et elle va donc la corrompre, et elle le détourne de ce qui était hypothétiquement premier chez lui, et surtout va alimenter des vices propres à son instinct corrompu. En effet, si vous êtes comme moi, on sera d'accord pour dire que rien n'est plus beau et plus noble que la culture, en particulier la philosophie, mais Rousseau ne voit pas les choses de cet œil-là, puisque les arts et la culture, qui servent de base à notre instruction, qui n'existaient pas à l'état de nature et n'auraient servi à rien, puisque... Enfin, ça aurait servi à rien à l'homme de la nature, de toute façon, sont le produit du luxe permis par la propriété privée et la naissance de la société civile. Et puisque la culture est liée à la présence du luxe, elle prolonge nécessairement les vices liés à notre esprit individualiste, liés à la société civile qui nous met en concurrence les uns les autres. Par exemple, dans son discours sur les sciences et les arts, qui a fait polémique également lors de sa sortie, Rousseau montre que les différents arts ou sciences dérivent originellement d'un vice. Le théâtre, par exemple, dérive du désir d'éloquence destiné à apprendre à s'exprimer avec aisance en public pour pouvoir avoir le dessus sur notre prochain. D'une manière générale, Rousseau oppose toute forme de savoir, qu'il soit artistique ou purement scientifique, à la simplicité vertueuse de celui qui ignore, l'accès à la culture ne faisant que renforcer la pédanterie de ceux qui détiennent le dit savoir, sans les rendre meilleurs pour autant. Il se permet en passant de tacler l'éducation à l'école en disant qu'on ferait bien mieux d'enseigner les devoirs plutôt que de nombreuses connaissances théoriques aux jeunes gens. La culture rend donc l'homme étranger à lui-même, elle le dénature, elle le rend toujours plus étranger à ce qu'il était initialement, toujours d'un point de vue hypothétique cela dit. Donc en cela, Rousseau développe une réflexion sur une éventuelle finalité morale que l'on chercherait en vain à attribuer à l'art, parce qu'on pourrait toujours répondre à Rousseau, mais en fait, peut-être que la culture, elle permet quand même à l'esprit humain justement de se sensibiliser à ce qu'il y a de vertueux chez lui. Il y a bien des œuvres d'art qui ont une dimension éducatrice. Hein. Bon, bah Rousseau, il tient compte de cette thèse-là, et il va la démolir dans sa lettre à d'Alembert. Et puisque l'art fait partie intégrante de la culture humaine, bah, il n'y a pas de raison que ça échappe à la règle. Donc, il prend l'exemple dans la lettre à d'Alembert d'un tyran venant verser sa petite larme en regardant une pièce de théâtre tragique. Puis ce tyran-là, bah, une fois qu'il a versé sa petite larmichette, eh bah, il va retourner massacrer de pauvres gens par la suite. Hein, bon, hein, on a assez pleuré, maintenant faut y retourner, hein, allez. Donc non seulement la culture découle de vices originels,
mais en plus elle les entretient et ne fait donc absolument pas de nous de meilleures personnes d'un point de vue humain ou moral. L'exemple du tyran que prend Rousseau, contredisant la théorie de la catharsis en art d'Aristote, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo consacrée à l'art chez Aristote d'ailleurs, puisque l'art n'est qu'un prétexte à dépenser en vain des émotions humaines qui pourraient potentiellement être investies le reste du temps dans la vie de tous les jours afin de nous rendre meilleurs. Ce n'est pas une purge qui nous rend plus forts émotionnellement ou plus empathiques, mais qui, au contraire, ne fait qu'accentuer notre froideur émotionnelle le reste du temps, puisque nous nous habituons à ressentir de la pitié pour des personnes fictives, et par conséquent, on en vient à délaisser les personnes réelles, qui elles existent vraiment. Bon. À partir de tous ces exemples et de la réflexion de Rousseau sur l'art, la culture et la société civile qui en est à l'origine, et repose initialement sur la propriété privée qui est, on peut le dire, à la racine du mal, on peut se demander si Rousseau ne crache pas dans la soupe et si cette condamnation aussi ferme et systématique de la culture, comme processus de formation s'opposant à la nature et défigurant cette dernière, est si radicale que ça. En effet, rappelons tout de même que Rousseau était un grand philosophe, un homme cultivé, et même quelqu'un qui appréciait l'art et notamment la musique. Alors, Rousseau est-il bien, comme il en a la réputation, un homme paradoxal ? Ou bien, enfin cela dit, ça n'empêche pas le fait qu'il soit paradoxal, ou bien la culture a-t-elle tout de même une utilité et joue-t-elle un rôle louable malgré tout ? En fait, pour nuancer la position de Rousseau, que certains considéraient comme étant aigrie ou chagrine par rapport à la culture, il convient de relever un point essentiel. C'est que même si la culture dénature l'homme et le rend étranger à celui qu'il était de manière naturelle et primordiale, elle a fait naître la réflexion, et notamment la réflexion abstraite et philosophique, qui n'était pas d'une grande aide quand l'homme se contentait de vivre dans l'innocence et l'insouciance, dans l'état de nature. Or, que fait Rousseau en spéculant à propos de la nature humaine et en développant une intuition qui va aller plus loin que la réalité historique, que l'on connaît, si ce n'est ressaisir par un effort philosophique la nature humaine de l'homme dotée de pitié en tant qu'idée. D'un côté, la culture nous dénature, elle nous rend insensibles, elle nous rend égoïstes, etc. Elle nous rend étrangers à celui qu'on était, mais de l'autre, elle nous donne les moyens de nous en rendre compte, et donc de ressaisir, à l'instar de Rousseau, par un effort spéculatif et intuitif, notre nature première, que nous ne pouvons connaître que de cette manière-là, puisque, comme on l'a vu, l'histoire ne permet pas justement de remonter suffisamment loin pour la ressaisir. Si la culture dénature l'homme, il n'en demeure pas moins qu'en enfantant de la philosophie, elle nous permet également de nous ressaisir abstraitement, tels que nous aurions dû rester, et non tels que nous sommes devenus. Le problème que fait naître Rousseau à l'aide de cette réflexion sur les rapports entre nature et culture, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a souvent fait polémique, et qui demeure très importante notamment au niveau anthropologique, c'est comment déterminer avec exactitude ce qui est naturel si nous sommes des êtres dotés de culture. Si nous sommes essentiellement même des êtres culturels, on peut le dire. Rousseau a beau dire que l'homme qui médite est un animal dépravé, il n'empêche que nous sommes avant tout des êtres de culture plutôt que des êtres de nature, et que rien ne nous permet d'affirmer que nous sommes des animaux, même dépravés, tant nous possédons des coutumes élaborées et un mode de vie et un mode de communication et de vie qui nous est propre. La culture étant ce qui nous différencie sans doute le plus de l'animal, justement. De fait, si nous ne pouvons pas remonter suffisamment loin dans le temps pour déterminer ce qui, en nous, dans notre manière d'être, est réellement naturel, ou au contraire culturel et secondaire chronologiquement parlant, par rapport au développement de l'humanité, ce qu'il y a de naturel est-il voué à demeurer l'objet de spéculations et d'intuitions diverses ? Peut-on développer une méthode ou des repères nous permettant d'établir ce qui demeure naturel et fondamental, ou au contraire ce qui est culturel et venant se greffer à cette première nature ?
C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois avec un penseur dit moderne. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et vous dis à très bientôt.